Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. On va commencer dans quelques secondes, quelques minutes. On va attendre un petit peu les retardataires. Tant que le compteur monte, on se laisse le compteur monter et puis on démarre d'ici une minute ou deux. Okay, le compteur semble s'être stabilisé autour de 45 personnes. Du coup, on va démarrer. Merci à tous pour votre présence ici. Avant d'attaquer en détail, de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer en revue quelques points techniques pour être sûr que tout se passe bien pour tout le monde. On va avoir 5 minutes d'introduction, 35 minutes à peu près de présentation aujourd'hui et 10 minutes de Q&A. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous avez un espace de Q&A en bas à droite sur le Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On a un temps de questions-réponses à la fin, donc on pourra y répondre à la fin. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à mettre un message sur le chat. On a une personne qui est en charge du suivi technique qui va s'assurer de trouver une solution. Et enfin, le webinaire va être enregistré, donc vous recevrez un lien à la fin avec l'enregistrement. Pour commencer, on va se présenter aujourd'hui. Juliette, je vais peut-être te laisser te présenter pour commencer. Oui, ça marche. Donc moi, Juliette Mignot, responsable CRM au sein des Galeries Lafayette depuis maintenant 3 ans. Donc moi, je suis présente aujourd'hui pour vous parler de notre partenariat avec TinyClouse et puis je vais faire un petit focus sur le confinement, enfin notre stratégie durant le confinement, ainsi que les next steps avec la solution TinyClouse. Merci Juliette. Bonjour, moi je suis Benoît Bréjon, je suis directeur commercial chez TinyClouse et j'ai rejoint l'aventure il y a maintenant 4 ans. Merci Benoît. Mathilde Ami, je suis manager de l'équipe Customer Success sur l'Europe du Sud chez TinyClouse depuis bientôt maintenant 5 ans. Alors, les sujets dont on va parler aujourd'hui, je vais commencer par vous faire une introduction sur un peu les tendances qu'on a observées chez nos clients retailers pendant cette période de Covid et faire un focus du coup ensuite sur les top 3 des stratégies qu'on voit chez nos clients sur le redémarrage ou en tout cas de l'activité CRM, en tout cas les enjeux du CRM sur cette période post-Covid et comment TinyClouse aide nos clients sur cette période-là spécifiquement. Ensuite, Benoît va faire un point sur les leviers pour relever le défi de la reprise avec le programme Marketing Heroes de TinyClouse. Et enfin, on donnera la parole à Juliette qui va du coup nous parler de son témoignage chez Galeries Lafayette. Pour peut-être se présenter TinyClouse en quelques mots. TinyClouse aujourd'hui, c'est une entreprise française qui travaille sur l'Europe du Sud et du Nord d'ailleurs et les États-Unis. On compte plus d'une centaine de clients qui sont répartis dans une quinzaine de pays. Et aujourd'hui, annuellement, il y a plus de 100 000 campagnes qui sont optimisées tous les ans sur TinyClouse, qui représentent à peu près plus de 2 milliards de messages optimisés grâce à TinyClouse. On travaille sur 2 verticaux principaux, le retail au sens large, avec des distributeurs comme Price Minister, Galeries Lafayette ou la Fnac, des marques également, Clarins, Cyrillus, Kenzo, Etam, et on a également un deuxième grand vertical qui est le secteur du voyage. Qu'est-ce que fait TinyClouse en quelques mots? On est un outil qui est complémentaire des ESP et des outils de gestion de campagne, qui va aider nos clients qui sont les équipes CRM et les équipes marketing à identifier les bons sujets pour leur campagne CRM, pour chacun des sujets qu'ils auront identifié, quelle est la bonne stratégie marketing à adopter, et ensuite les aider à déterminer la bonne audience pour chacune des campagnes CRM qu'ils vont vouloir créer, et sur toutes ces campagnes-là, les aider à préparer et à planifier, optimiser un plan de campagne global
sur tous les différents canaux marketing qu'ils utilisent. Les canaux étant principalement l'email, mais on sait que c'est loin d'être le seul canal de marketing à CRM aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a observé pendant la période de Covid chez nos clients du retail? J'ai choisi l'axe du volume d'envoi des campagnes. Ce qu'on observe, ce qu'on a observé, c'est une forte diminution du nombre d'envois des campagnes CRM, que ce soit en nombre de campagnes ou en volume. On voit sur le graphique, à partir de la mi-mars, le nombre d'envois de campagnes sur les clients retail a baissé d'à peu près de 50%. Ça s'explique de plein de manières, hein, je pense que vous le savez aussi bien que moi, et de par la fermeture des magasins et aussi de par, pour un bon nombre d'acteurs, la réduction des équipes avec la mise en place du chômage partiel. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on observe que la courbe commence un peu à remonter, mais on est encore loin d'être revenu au volume d'envoi de la période pré-Covid, on va dire. Et du coup, les enjeux CRM qu'on observe chez nos clients aujourd'hui, ça reste d'augmenter ses volumes d'envoi sans abîmer sa délivrabilité. Parce que sur cette même période, ce qu'on a observé chez bon nombre de nos clients, c'est que les volumes d'envoi avaient diminué, mais les KPI d'engagement des campagnes étaient assez bons et souvent meilleurs que la moyenne de ce qu'ils connaissaient naturellement, que ce soit sur l'ouverture, les taux de réactivité qui étaient souvent supérieurs. Même si le chiffre d'affaires généré par les campagnes n'était pas forcément au rendez-vous, mais en termes d'engagement email, les réactions étaient assez bonnes. Donc, comment augmenter ces volumes et augmenter ces volumes sans abîmer cette délivrabilité? Comment évidemment soutenir les besoins business, parce que le CRM est là pour soutenir le business et en ce moment, il y a beaucoup d'impératifs business pour générer du chiffre d'affaires. Et le troisième grand enjeu qu'on observe, c'est évidemment comment s'adapter au changement de comportement des consommateurs. On a vu des grands changements de consommation liés à la période Covid, avec le plus notable étant le passage massif aux achats e-commerce et l'augmentation de la part du chiffre d'affaires généré sur les sites e-commerce. On verra qu'il y en a d'autres. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte à ces changements de comportement? Alors, sur les trois stratégies qu'on a identifiées, dont on va vous parler aujourd'hui, la première, c'est, on le disait juste avant, les volumes et le nombre de campagnes a beaucoup diminué et aujourd'hui, il commence à remonter, mais il n'est pas encore revenu au niveau d'avant. Le premier enjeu, du coup, dont on veut parler aujourd'hui, c'est comment identifier des bons sujets pour mes campagnes CRM et comment identifier la bonne stratégie qui est associée. Alors, comment sourcer des bonnes idées de campagne CRM? Le premier levier, c'est évidemment votre connaissance métier et le sourcing interne, qui est la manière la plus pragmatique de trouver des bonnes idées de campagne. La première manière, c'est de répondre aux enjeux de business et à toutes les demandes entrantes que vous recevez en interne, qui sont souvent plus nombreuses que ce qui était avant, même si elles sont déjà naturellement assez nombreuses et qu'on sait que les équipes CRM ont du mal à faire le tri entre toutes ces demandes et pour servir tout le monde. Donc, c'est des demandes qui vont venir de l'animation commerciale, des catégories managers. C'est des demandes qui peuvent venir aussi du trade marketing, et c'est un sujet dont parlera Juliette, notamment pour les Galeries Lafayette. C'est des demandes aussi qui peuvent venir des e-commerce managers. C'était des choses qu'on voyait peut-être moins avant dans les équipes CRM, mais avec l'augmentation de la part du chiffre d'affaires généré par les sites, on a de plus en plus de demandes entrantes qui viennent du e-commerce manager et des tendances qu'ils observent sur le site. Et enfin, la dernière source évidente de sujets de campagne, c'est les problématiques de gestion des stocks qui sont évidemment hyper importantes dans le retail aujourd'hui, avec une collection qui est raccourcie, des stocks qui ont souvent été constitués avant la crise et du coup des enjeux pour gérer une saison qui est plus courte, pour communiquer sur les bons sujets avant que ce soit trop tard, parce que le printemps a été quasiment pas inexistant, mais a été très court. On se profile directement vers l'été. Donc, il y a des enjeux de stock, de vente privée, de soldes à venir, etc. Ça, c'est pour la partie sourcing des idées de campagne en interne, qui est celle que vous connaissez déjà bien. Sur cette partie-là, comment est-ce qu'on aide nos clients? On a un outil sur la plateforme qui s'appelle l'Efficiency Map, qui permet à nos clients de visualiser sur les différents niveaux de leur arborescence produit quel est le poids de chaque topic en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est le graphique que vous voyez sur la droite. Donc là, on est chez un de nos clients qui fait du bricolage, mobilier de jardin, etc.
Donc là, on regarde au niveau catégorie, la taille des blocs, ça va représenter le poids en chiffre d'affaires de cette catégorie-là sur les 30 jours et aussi sur les 7 derniers jours. Naturellement, c'est un outil qu'on utilisait plutôt sur 30 jours pour avoir une tendance un peu au long cours. Ce qu'on a fait sur la période Covid, c'est qu'on a raccourci ces fenêtres de temps de manière à avoir des insights beaucoup plus dynamiques. Et, parce qu'on voit que dans la période et Covid et sortie de crise, en fait, on regardait plutôt à la semaine ce qui se passait dans le business. Donc cet outil vous permet de voir pour chaque topic le poids en chiffre d'affaires représenté par ce topic-là sur du coup les 7 ou sur les 30 derniers jours. Et la couleur du carré va vous indiquer à quel point ce sujet est plus ou moins segmentant. Est-ce que c'est un sujet qui est mainstream et qui va intéresser beaucoup de gens au sein de votre base de données, ou est-ce que c'est un sujet qui est très spécifique et du coup qui au contraire va intéresser assez peu de gens dans votre base de données? Comment nos clients vont s'en servir? Ils vont s'en servir pour tout d'abord identifier des bons sujets de campagne. Donc ça peut être soit pour valider l'intérêt et le potentiel d'un topic, si notamment c'est des sujets qui sont liés à des demandes entrantes pour faire des arbitrages. Et ça peut être aussi pour trouver des nouvelles idées de campagne et des niches de potentiel de chiffre d'affaires qui seraient inexploitées. On a du coup toutes ces demandes entrantes. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on a d'autres sujets qui nous auraient peut-être échappé, mais sur lesquels on a du potentiel de chiffre d'affaires. Dans la slide qui est présentée, l'exemple sur les catégories dans ce client de bricolage, do it yourself, maison. Ce qu'on observe sur la carte, c'est qu'on voit deux sujets qu'on a identifiés là, qui sont des cases un peu plus petites. Donc, les grosses catégories qu'on voit là, en bas à gauche, par exemple, on a une grosse catégorie claire qui est mobilier de jardin. Assez naturellement, c'est quelque chose que notre client connaît. Il sait très bien que dans ces catégories, c'est sa catégorie qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc ça vient juste confirmer son sentiment. Les nouvelles informations qu'il va trouver, c'est les cases qui vont être plus petites et plus bleu foncé. Et là, sur lesquelles ça va pouvoir lui donner des idées de nouvelles campagnes. On voit qu'on a une case vasque et lavabo qui est très bleue, donc qui est très segmentante et qui génère quand même du chiffre d'affaires. Et une autre catégorie un peu plus grosse qui va être le spa. L'idée, c'est d'utiliser cet outil pour sourcer du coup des nouvelles idées de campagne et ensuite décider de la bonne stratégie à adapter pour ces idées-là. Donc, une fois qu'on a identifié les bons sujets de campagne, la deuxième manière d'utiliser cette carte, ça va être du coup de définir la bonne stratégie. Si Sarah, tu peux juste passer sur la slide suivante. Ouais, voilà, merci. Définir du coup pour chacun de ces sujets quelle va être la bonne stratégie à adopter. Donc, prioriser les demandes quand c'est des demandes entrantes. Si on a une demande d'une équipe de trade marketing pour faire une campagne sur telle marque et qu'on s'aperçoit que cette marque génère 5% de chiffre d'affaires ou 25% de chiffre d'affaires, on ne va pas adapter la même stratégie marketing. On ne va pas très simplement envoyer cette campagne au même volume parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, ça permet de prioriser les demandes entrantes. Et ça permet du coup, quand je disais de décider de la bonne stratégie pour promouvoir le topic, là on a mis en lumière des sujets de campagne qui sont des blocs qui sont assez gros, mobilier de jardin, piscine, barbecue, et qui sont assez clairs. Les sujets qui sont assez clairs, ça veut dire que, qu'est-ce que ça signifie dans le langage de TinyClues? Ça signifie que le potentiel de chiffre d'affaires de ce topic-là n'est pas concentré sur une petite partie de la population, qu'il est dilué au sein de votre base. Donc, les sujets qui sont assez clairs, potentiellement, c'est des idées de topics pour des campagnes plutôt full base ou en tout cas sur des gros volumes. Parce que si vous prenez un trop petit volume, vous n'allez pas couvrir le potentiel de chiffre d'affaires de ce topic-là. À l'inverse, tous les topics qui vont être dans des couleurs bleues ou très bleues, à l'inverse, c'est des sujets qui vont intéresser une petite partie de votre base. Et du coup, l'idée pour ces sujets-là, c'est de ne pas, entre guillemets, gaspiller une prise de parole full base en parlant à tout le monde pour un sujet qui finalement intéresse peu de monde, mais au contraire, cibler ces campagnes-là pour pouvoir en parler, c'est-à-dire pouvoir ajouter ce sujet-là à votre agenda, à votre planning. En revanche, ne parler de ce sujet-là qu'aux personnes que ça va intéresser pour se réserver d'autres prises de parole sur d'autres sujets auprès d'autres personnes. Donc ça, c'est pour la première partie, identifier les bons sujets de campagne et la bonne stratégie à adopter par type de sujet. Le deuxième enjeu, la deuxième partie de cette stratégie-là, c'est une fois qu'on a identifié ces bons sujets et décidé de la bonne stratégie par topic, c'est comment je vais faire pour trouver la bonne audience pour chacun de mes sujets. L'enjeu, quand on parle de scaler son marketing, c'est qu'on est dans une étape où, ce qu'on disait, il y a beaucoup de demandes entrantes, beaucoup d'enjeux business à soutenir et du coup, un plan de campagne qui s'étoffe pour les équipes CRM. Les méthodes forcément de batch and blast, de faire des full bases,
C'est très efficace, mais ça a forcément ses limites en termes de nombre de campagnes, parce qu'on ne peut pas en rajouter à l'infini, parce que on parlait au début de préserver sa délivrabilité et son expérience client, donc c'est forcément une méthode qui a ses limites, et surtout la grosse limite, c'est le nombre de campagnes qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est des campagnes qui restent importantes. En revanche, ce sur quoi on va se concentrer avec TinyClues, et ça va être sur les campagnes plus tactiques. C'est-à-dire, on a son agenda de campagne avec ses campagnes mainstream. J'ai choisi mes sujets pour mes campagnes mainstream. Mes demandes entrantes ou les sujets que j'ai identifiés pour faire des campagnes plus tactiques, ceux-là, comment est-ce que je vais trouver la bonne cible? Le besoin, il est aussi d'identifier les bonnes audiences de manière agile. Ce qu'on disait, c'est que la carte, l'efficiency map qu'on regardait avant, on l'a passé de 30 jours à 7 jours parce qu'on savait que nos clients nous ont montré qu'ils avaient un besoin d'agilité pour pouvoir dégainer des campagnes rapidement et soutenir des plans d'action à court terme. Donc, le fait de pouvoir trouver la bonne audience rapidement est forcément un enjeu qui est hyper important pour eux parce qu'ils ont moins le temps d'attendre, tout simplement. L'enjeu, il est aussi de maîtriser sa pression en augmentant son nombre de campagnes, où là, du coup, on a d'autant plus besoin d'une stratégie de ciblage intelligente parce que les critères classiques basés sur l'activité email, par exemple, ou sur les anciens acheteurs, a forcément ses limites. Dans les idées de nouvelles campagnes, par exemple, qu'on a identifiées sur l'efficiency map, dans ce contexte client, on voyait qu'on avait les vasques et lavabo. Typiquement, une stratégie ou ma méthode de ciblage, ça serait de cibler les anciens acheteurs. Forcément, pour des produits ou des catégories de produits qu'on achète tous les 5 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir des méthodes de ciblage intelligentes. Et le dernier point qui est essentiel, c'est d'avoir la capacité de prendre en compte les évolutions des comportements des consommateurs. On le disait, dans les changements forts qu'on a observés, il y a le premier qui est le plus marquant, c'est le passage au web. Avec l'augmentation du chiffre d'affaires généré par les sites, on a des clients qui étaient des clients très retail, très magasins, qui ont commencé à acheter en ligne. Donc, il faut être capable d'identifier ces changements. Quand on a des campagnes exclues web, sa cible existante d'acheteurs web a peut-être évolué et il y a peut-être d'autres poches de consommateurs qui ne sont pas encore allés acheter sur le web, mais qui sont potentiellement pertinents. Et donc, ça serait dommage de se priver. Et après, on a tout un tas de types de comportements qu'on a vu changer avec le confinement. Plein de catégories de produits sur lesquels il y a des nouveaux acheteurs, les livres, le bricolage, ce type de choses, le jardin. Si on avait une méthode de ciblage classique sur laquelle le jardin, on identifiait des gens qui habitaient dans des codes postaux avec des jardins, des choses comme ça, et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont mis à avoir des pots de fleurs sur leur balcon parce qu'ils étaient confinés à Paris et que du coup, ils ont investi pour se faire un petit espace vert. Et du coup, ça serait dommage de se priver de ces gens-là. Ce qui est particulièrement pertinent dans la façon d'identifier les audiences avec TinyClues, c'est qu'on utilise vos données first party pour identifier de manière dynamique, c'est-à-dire au moment où vous allez créer votre campagne, qui sont les acheteurs potentiels du sujet dont vous allez parler. Donc, ça prend en compte immédiatement les différents changements de consommation, les différents patterns de consommateurs, parce qu'on regarde qui aujourd'hui est intéressé par vos produits. Donc, s'il y a des changements dans les modes de consommation, ils vont être détectés par les modèles. Et le deuxième parti pris qui est particulièrement pertinent pour les équipes marketing, c'est que le paradigme de TinyClues, c'est de redonner aux marketeurs du pouvoir, de la créativité, la capacité à se concentrer sur son métier qui est le marketing, et du coup à se libérer de contraintes, notamment pour la création de cibles, les contraintes de ciblage. Donc, une fois que vous avez choisi vos idées de campagne, le sujet dont vous allez parler, sur la plateforme de TinyClues, vous avez simplement à indiquer quel est le contenu de votre communication, et c'est la plateforme qui va vous déterminer la meilleure audience. Ce qui vous libère complètement de tous les préjugés, tous les préjugés qu'on peut avoir sur qui est la bonne audience pour quel type de sujet. Vous pouvez vous concentrer simplement sur la créativité, le contenu, le message, la subject line, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes pour l'expérience du client à la fin. On l'a vu du coup, première stratégie, identifier les bons sujets et la bonne stratégie. Deuxième enjeu, identifier pour ces campagnes sa bonne audience. Le troisième enjeu, ça va être
de préparer un planning qui va être performant. On l'a dit, il y a besoin de plus de CRM qu'avant parce qu'il y a plus de besoins business et en même temps, il y a besoin de préserver l'expérience client des consommateurs qui a été visiblement plutôt bonne pendant le confinement parce qu'on observait des bons KPI d'engagement. L'enjeu, c'est que si demain, vous passez de 2, 3 à 4, 5, 6, 10 prises de parole, quelques campagnes full base, quelques campagnes tactiques, comment est-ce qu'on prépare un bon planning de campagne? L'idée et l'enjeu, ça va être de maximiser la performance de chacune de vos prises de parole et d'être capable de répondre de manière agile aux différents changements de votre agenda. La façon dont TinyClues vous aide à ce niveau-là, c'est premièrement avec des outils qui vont vous permettre de visualiser les conflits potentiels qu'il peut y avoir dans votre agenda. C'est la carte avec tous les petits points de couleur que vous voyez sur la droite. C'est une carte qui s'appelle l'Audience Mapper sur TinyClues qui va vous permettre d'identifier en amont, quand vous préparez votre planning, quels sont les potentiels conflits entre vos campagnes. Je reprends mon exemple des idées de campagne qu'on a identifiées juste avant. J'ai le barbecue, les vasquets lavabo, les mobiliers de jardin. Imaginons que ça, c'est mes 4 ou 5 topics de la semaine. Est-ce que le barbecue et les mobiliers de jardin, ça intéresse les mêmes personnes au final? Est-ce que du coup, si je prévois ces 2 campagnes-là la même journée, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je ne vais pas essayer de parler 2 fois à la même audience et du coup diviser par 2 finalement le potentiel de chacune de mes campagnes? Ça vous permet d'anticiper ces conflits-là pour préparer un planning performant et placer vos campagnes sur les bonnes journées sans qu'il y ait de conflit entre elles. Et la deuxième feature qui est l'encart Fatigue Management Rules que vous voyez, c'est évidemment de vous donner la main sur les règles de pression que vous souhaitez mettre sur votre planning. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité sur le nombre de campagnes que vous voulez planifier. On a des clients qui planifient des dizaines de campagnes par semaine. Il y en a qui planifient 4, 5 campagnes, d'autres beaucoup plus. Mais c'est vous qui avez les mains pour dire quel est le nombre maximal de communications que chaque consommateur peut recevoir. Et ensuite, la distribution de la pression se fait en fonction du client. On n'est pas sur une approche premier arrivé, premier servi, où j'ai fait une campagne le lundi et c'est elle qui a pris la meilleure audience. Et du coup, au fur et à mesure de ma semaine, la performance de mes campagnes va se réduire. Au contraire, vous préparez vos plannings en amont et les campagnes sont attribuées à chaque consommateur en fonction de son appétence réelle au sujet de la campagne et en fonction des contraintes de pression que vous avez émises et de volume. Pour vous donner un exemple concret, quand vous préparez votre planning, on regarde là, on a sorti du coup un audience mapper que vous avez quand vous préparez vos plannings de campagne sur la plateforme de TinyClues. Donc là, j'ai mes 5 campagnes de la semaine, vasque et lavabo, mobilier de jardin, barbecue, piscine et spa. La plateforme va me montrer en fonction des graphiques de couleurs, est-ce que ces différents sujets ils intéressent les mêmes personnes. Donc plus les bulles vont être rouges, plus les cibles vont être les mêmes. Plus ça va être bleu, plus ça va être des cibles qui vont être différentes. Là, par exemple, on voit que vasque et lavabo, c'est un sujet qui est finalement très différent de tous les autres et que les gens qui sont intéressés par vasque et lavabo ne sont pas ou peu intéressés par le mobilier de jardin, par le barbecue, par la piscine et par les spas. Par conséquent, c'est une campagne que je peux planifier un peu où je veux dans ma semaine. De toute évidence, ça va être une campagne tactique et pas une campagne full base parce que c'est un sujet qui est très spécifique, donc je peux la mettre un petit peu quand je veux. Elle ne va pas rentrer en conflit avec mes autres campagnes. À l'inverse, ce que je vois, c'est que mobilier de jardin et barbecue, je vois que la bulle, elle est beaucoup plus orangée. Ça veut dire que c'est 2 sujets de campagne qui vont intéresser les mêmes audiences. Donc, quand je m'aperçois de ça, on a vu tout au début que c'était des sujets qui étaient très blancs, c'est-à-dire très mainstream. C'était des sujets qui étaient sur des carrés qui étaient assez grands, donc c'était des sujets qui représentaient un poids important dans votre chiffre d'affaires. Donc, de ce point de vue-là, j'ai décidé que c'était des campagnes qui allaient plutôt avoir une stratégie full base ou en tout cas sur des gros volumes. Je vois que c'est 2 sujets qui se recoupent beaucoup. Donc, typiquement, soit je fais 2 campagnes mainstream full base sur chacun des sujets, mais que j'éloigne du coup dans ma semaine. J'en mets une le samedi, une le mercredi, pour être sûr de ne pas toucher 2 fois les mêmes personnes à 2 jours d'intervalle. Soit ça peut être des sujets que je peux regrouper ensemble. Ce n'est pas valable pour tous les topics, évidemment, parce que tous les topics en termes de marketing n'ont pas beaucoup de sens à être regroupés. En revanche, mobilier de jardin et barbecue, on voit typiquement qu'on a plein d'idées de créa qui peuvent très bien aller ensemble et de se dire, en fait, c'est 2 catégories dans mon arborescence produit qui sont différents,
Et en termes de marketing pour mes clients, c'est un peu la même chose. Et du coup, je peux très bien en parler ensemble et créer une offre, une mise en situation, en tout cas globale pour ça. Je vois également que piscine et spa, on pourrait penser que c'est un petit peu la même chose ou que ça intéresse les mêmes typologies de consommateurs. Et bien là, on voit que les bulles sont assez bleues. Donc en fait, c'est deux topics qui sont finalement assez différents pour mes consommateurs. Donc c'est deux sujets dont je peux parler, dont je dois d'ailleurs plutôt parler dans deux communications distinctes. Je vais m'adresser à deux cibles différentes. Donc de la même manière, je peux très bien mettre même ces deux communications à la même journée. Je ne vais pas me priver d'un potentiel de clients en les mettant à la même journée parce que ces deux campagnes-là ne sont pas en conflit l'une avec l'autre. Voilà un peu sur la partie, sur les stratégies CRM qu'on observe chez nos clients et sur la manière dont on les accompagne dans cette période-là. Je vais laisser la parole maintenant à Benoît Bréjean. Merci Mathilde. Donc, comme vous avez pu le constater à travers la présentation, de nouvelles fonctionnalités prédictives sont venues étoffer notre plateforme ces derniers mois. Et bien, il n'y a pas que du côté des fonctionnalités où il y a du nouveau, il y en a aussi du côté des connecteurs avec notre écosystème de partenaires. Des connecteurs avec les parties Commerce Cloud et Marketing Cloud de Salesforce viennent d'être certifiés. Donc, il suffit maintenant de 3 clics pour exporter ces données commerce. Des connecteurs avec les deux principaux acteurs du push en France, que sont Airship et Batch, viennent également d'être certifiés. Et enfin, on a développé un connecteur avec Velvet Consulting qui permet également d'automatiser les flux entre Adobe et TinyClose. Donc, c'est devenu encore plus simple d'installer TinyClose. Autre événement chez TinyClose. Nous avons lancé durant le confinement un programme de soutien aux entreprises sur les pays les plus touchés par la crise sanitaire. Donc là, on parle de l'Espagne, on parle de l'Italie et on parle de la France. Le programme de soutien consiste pour ces entreprises à accéder aux insights comportementaux de leurs clients et à leurs évolutions. Il permet notamment, comme l'a montré Mathilde, la construction du plan d'action marketing de sortie de crise, l'activation du plan avec l'identification des bassins des futurs acheteurs pour chacune des campagnes, l'accès à la mesure des performances des campagnes. On n'a pas fait de focus dessus précédemment, mais c'est important. On peut ressortir les performances des campagnes en ligne et en magasin également. Et en d'autres termes, ça revient à utiliser gratuitement TinyClose pour satisfaire les demandes latentes des clients jusqu'à la mi-septembre. 100% des créneaux ouverts ont été pourvus et on accompagne aujourd'hui à travers ce programme les leaders du bricolage, de l'hôtellerie, de la cosmétique et de la mode. Et donc, face au succès rencontré par cette première vague, on a décidé d'en lancer la saison 2 du programme. C'est le lancement d'ailleurs sur cette session. Et sur le même modèle d'utilisation gratuite et limitée de la plateforme, ça inclut également l'accompagnement Customer Success. On a ouvert un certain nombre de slots qui est plus limité que sur la première vague, vacances d'été oblige. Mais par contre, les critères pour y accéder demeurent inchangés. Quels sont les critères pour y accéder? Premièrement, être en capacité d'exporter ces datas. C'est important dans la période. CRM, transactionnel, comportement de campagne et catalogue produit. C'est les 4 tables qui alimentent nos algorithmes. Également, être en capacité de signer rapidement un bon de commande à 0 et sans tacite reconduction, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'engagement côté client, si ce n'est de faire des campagnes, mais en tout cas pas d'engagement financier. Troisièmement, être en capacité de signer nos conditions générales de vente, sans aller-retour juridique. Il est clair qu'on ne souhaite pas engager de frais d'avocat sur des contrats gratuits. Et quatrièmement, être en mesure de définir ensemble un success plan raisonnable permettant à l'issue du programme de valider ou non la pertinence d'une collaboration pérenne et héroïste. Dans ce cadre-là, on insiste sur un point, c'est être en mesure de faire des campagnes additionnelles ou vouloir challenger ces campagnes segmentées actuelles. Donc, les inscriptions pour la saison 2 sont ouvertes d'aujourd'hui au 31 juillet et vous permettront d'utiliser la plateforme jusqu'au 30 novembre, soit post-Black Friday. Donc, on a mis un lien pour un agenda qui est disponible dans le chat. Vous le verrez dans le chat et également en fin de présentation, qui vous permettra de booker directement des rendez-vous téléphoniques avec un de nos experts pour un petit peu auditer vos pratiques CRM et voir dans quelle mesure on peut s'aligner sur ce programme-là. Voilà pour ma partie. Je passe la parole à Juliette Mignot, qui est responsable CRM, trade et images aux Galeries Lafayette. Elle va vous présenter comment elle vit sa collaboration avec TinyClose au quotidien et l'impact constaté auprès de ses clients. Exactement. Merci Benoît. Je t'en prie, Juliette. Du coup, tu peux passer la slide. Du coup, moi, je suis là aujourd'hui pour présenter le partenariat avec TinyClose, comme je disais, qui a débuté il y a un peu plus d'1 an. On a fêté nos 1 an de partenariat en plein confinement, en fait. Du coup, en mars dernier, on a été convaincus de passer un test, de faire un test, un POC de 4 mois avec la société TinyClose. Benoît nous avait déjà bien convaincus, mais voilà, on voulait vraiment tester leur campagne par rapport aux nôtres. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard.
Et suite aux résultats qu'on a eus qui nous ont largement satisfaits, on a signé le contrat avec Tiny Clouse en juillet 2009. Alors, je pense que la plupart des gens ici connaissent les Galeries Lafayette, donc je vais faire une très rapide présentation. Retailer français, présent sur le territoire avec 57 magasins, mais présent aussi dans 9 autres pays. Galeries Lafayette, c'est 37 millions de visiteurs du magasin mensuellement et 4,6 millions de visiteurs sur gel.com. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Tiny Clouse, il est important de remettre le contexte et de vous expliquer un peu comment on travaille et quelles sont les typologies de campagnes aux Galeries Lafayette, même si je suppose que chez les concurrents, c'est plus ou moins la même chose. On a 40% de campagnes full base. Alors, je dis full base, mais des campagnes où on a la volonté en fait, d'avoir un ciblage assez large. Ça va être les opérations commerciales, type les 3J, les soldes, les ventes privées. Ça va aussi être nos communications de branding, comment les Galeries Lafayette parlent de Noël, comment ils parlent de la fête des mères, des marronniers existants, ou même comment on parle de nos opérations images qui nous sont propres. Par exemple, Go for Good, qui est notre opération RSE de septembre. À côté de 60% de nos campagnes ciblées qui sont soit des communications sectorielles, donc des opérations commerciales ou des mises en avant de produits ou de marques, mais qui vont concerner que la lingerie, que la maison ou que le gourmet, par exemple. On a nos communications édito. Ce qu'on appelle nos communications édito, c'est comment Galeries Lafayette, en tant que curateur de mode, raconte des histoires à ses clients sur les tendances mode, sur les nouveaux produits, les marques ou produits différenciants et exclusifs qu'on peut avoir au sein de nos différents magasins. Et enfin, mais pas des moindres, le trade marketing. Il faut savoir que Galeries Lafayette, on a plus de 2600 marques. Heureusement, on ne fait pas de trade marketing avec chacune d'entre elles parce qu'on ne s'en sortirait pas. Mais en tout cas, on a énormément de partenariats trade et ça représente en termes de volume, enfin de campagnes créées, ça représente vraiment un grand nombre. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, beaucoup d'histoires à raconter à nos clients. Donc notre challenge, c'est en premier lieu de gérer notre pression commerciale globale. Et c'est majoritairement avec les campagnes ciblées qu'on arrive à le faire. Trouver les clients les plus appétents pour le contenu mis en avant, je ne vous apprends rien, on parle de CRM. Améliorer, optimiser en continu la performance de nos différentes campagnes. Et enfin, augmenter la productivité et l'agilité des équipes. Comme je disais, on a beaucoup de partenariats de trade, on a beaucoup de marques. Et même si on ne peut pas forcément répondre à toutes, la volonté, c'est de pouvoir répondre à la majeure partie d'entre elles pour vraiment créer des partenariats solides et pouvoir leur proposer un plan 360 qui répond à leur volonté aussi. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a fait un test de 4 mois avec Tiny Clouse de avril à juillet de l'année dernière. On a testé 33 campagnes. Volontairement, on a uniquement choisi les campagnes sectorielles. Il y en avait à peu près 5. On a fait sur la beauté, sur les maillots de bain, sur le gourmet. Et tout le reste des campagnes, c'était des campagnes trade, monomarques ou multimarques. Au niveau des résultats, en effet, ils ont été probants dans le sens où on a plus 1,7 points de réactivité sur nos emails. Alors, le but en fait, de la test, c'était les Galeries Lafayette font le ciblage qu'ils auraient fait avec les outils qu'on a de notre data et des services internes. Mais c'est vrai qu'ils nous donnaient, on va dire, à peu près 5 ou 6 ou 7 critères, là où Tiny Clouse a beaucoup plus de critères pour aller chercher les clients les plus appétants. Ça ne s'est pas beaucoup joué au niveau du taux d'ouverture, mais surtout au taux de clic, ce qui a joué sur la réactivité. Donc, entre leur ciblage et le nôtre, on a plus 14%, on avait en moyenne plus 14% de chiffre d'affaires, plus 16% d'actifs et plus 18% de revenus pour 1000. Au-delà de ces résultats, on a été en fait, agréablement surpris, moi et mon équipe, et les autres équipes qui utilisent la plateforme, sur le côté opérationnel, parce qu'elle est vraiment user-friendly, comme on dit. On n'a pas mis beaucoup de temps à se l'approprier. Et en plus de ça, comme le disait Mathilde à un certain moment au départ, on a vraiment un gain de temps. Avant, c'était à peu près 30 minutes pour faire un ciblage, quand aujourd'hui, c'est 5 minutes avec l'outil Tiny Clouse et comme je disais, avec beaucoup plus de critères. Alors, si on fait un focus sur notre période de confinement en Galeries Lafayette et sur quelle stratégie on a adopté, on a enlevé approximativement tous les canaux de communication, les mailings, quand je dis les mailings courriers, les SMS. On a gardé uniquement les emails. On a enlevé tout ce qui était promo, trade marketing, etc. On avait uniquement 2 emails par semaine, le même email envoyé à tous les clients avec des sujets 100% éditorialisés où en fait on accompagnait nos clients dans cette expérience un peu particulière qu'est le confinement.
parce qu'au-delà d'être responsable CRM ou chef de projet CRM, on l'a vécu aussi le confinement. Donc, c'était à se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait envie d'entendre, qu'est-ce qu'on aurait envie d'avoir comme sujet. Donc, on avait des sujets, mais comme d'autres l'ont fait, comment s'habiller à la maison, comment préparer ses vacances après le confinement. Et on avait aussi des secteurs à privilégier parce qu'on savait que on renvoyait uniquement sur le site comme nos magasins étaient fermés. Donc, ça nous permettait de savoir quels étaient les secteurs qui marchaient le mieux sur le site, par exemple la beauté et la maison. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur ces deux secteurs. Au niveau de notre ciblage, on a ciblé en fait tous les clients contactables via email avec un filtre quand même sur la réactivité, c'est-à-dire que ces clients devaient avoir au moins ouvert un email Galeries Lafayette les 6 derniers mois. Parce qu'aucune volonté de spammer. Comme Mathilde le disait au début, on a aussi remarqué des KPIs largement à la hausse. Après, on avait une gestion de la pression commerciale qu'on n'avait jamais vue, bien évidemment. C'était beaucoup plus simple. Pas de trade, pas de promotion, donc moins de sujets et 100% édito. Parce qu'on se disait aussi que les gens avaient plus de temps finalement pour lire les contenus des emails étant confinés. Voilà pour la période de confinement. Donc, si je résume un an après, le partenariat avec TinyClose, c'est de meilleurs KPIs email et surtout une meilleure satisfaction client. Et c'est vraiment, bien évidemment, ce qu'on cherche en principal aux Galeries Lafayette. Une équipe à l'écoute, on a un très bon partenariat avec les différentes équipes TinyClose. Quand je dis qu'ils sont à l'écoute, ça peut être sur des problématiques de plateforme, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir, à certains moments, créer des outils, pas forcément des outils, mais des filtres, des améliorations qui vont être vraiment personnalisées à certaines problématiques qu'on a, nous, aux Galeries Lafayette. Donc, c'est vraiment agréable et nous, ça nous permet d'évoluer constamment avec la plateforme. Je l'ai dit auparavant, productivité, gain de temps pour les équipes. Et tout ça fait qu'en fait, on a plus de capacité et plus de timing à se concentrer sur tout ce qui est stratégie et créa. Donc, on va dire que là, on arrive aux 1 an et quelques mois de notre partenariat avec TinyClose. Maintenant, on est rodé sur la plateforme, sur les filtres personnalisés. On a passé la période de confinement, déconfinement. On a vraiment eu ça nous a permis de redémarrer assez rapidement en fait, sur les partenariats trade, les emails éditos, etc., etc. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller dans une étape 2 avec TinyClose dans le futur de notre partenariat à partir de maintenant, à partir du déconfinement. Donc, on a fait, avant le confinement, on a fait le fameux Success Plan dont parlait Benoît, où en fait, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet vraiment de mettre nos objectifs globaux CRM de l'ancienne Galerie Lafayette, de les matcher avec les objectifs qu'on va avoir sur TinyClose, pour que finalement TinyClose rentre dans notre stratégie globale CRM. Et au-delà de ça, du Success Plan, le but, c'est d'utiliser les 2 nouveaux outils que TinyClose nous a mis à la disposition et que Mathilde vous a présenté au début de la présentation. Et pour nous, ça va vraiment être des outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, on crée un contenu et puis on cherche le ciblage avec TinyClose. Demain, dans certains cas, TinyClose doit nous aider aussi à former ce contenu de temps en temps ou à nous challenger et à nous faire changer le plan qui était prévu. Donc, le premier Efficiency Map, on avait l'exemple sur le mobilier de jardin, etc. Voilà l'exemple des Galeries Lafayette. Tu peux passer la slide, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc, on sait déjà, mais en tout cas, c'est un bon exemple. Autant aller dans le concret, la marque Galeries Lafayette, on sait via ce tableau qu'elle n'est pas segmentante. Donc, on ne le fera pas forcément full base, mais en tout cas, on sait qu'on peut cibler une base assez large, premièrement, et deuxièmement, que c'est une marque qu'on peut facilement mettre dans des multimarques avec, bien évidemment, des associations qui vont ensemble en termes de similarité de marque. Contre-exemple de Balenciaga. Quand on voit Balenciaga qui a un carré violet, comme l'expliquait Mathilde, ça veut dire que c'est une marque segmentante. Donc, la volonté, ça ne va pas être de le mixer avec d'autres marques. La volonté, ça ne va pas être de faire un ciblage large, d'aller recruter et d'aller faire du cross-sell, mais plutôt de fidéliser ces clients-là et de privilégier un monomarque sur une cible bien précise, mais très appétante. Le deuxième outil qu'on va utiliser comme outil d'aide à la vente, c'est l'Audience Mapper,
qui doit nous permettre d'optimiser le plan, en fait, le planning, le calendrier, en fonction du recouvrement des marques. Encore un exemple très concret, si on avait prévu de faire 2 dédiés le jeudi avec Caudalie et Guerlain, on se rend compte qu'il y a 73% de recouvrement. Ce qui n'est pas bon parce que finalement, ça veut dire que les clients à l'intérieur des emails sont, de notre ciblage sont autant intéressés par Caudalie ou Guerlain. Donc, deux choix s'imposent. On a le possible entre deux choses. Soit on les met ensemble dans une multi, mais c'est vrai que malgré le recouvrement, Guerlain et Caudalie, ce n'est pas les mêmes positionnements prix. Soit on garde de dédiés, mais on les met vraiment sur des jours bien séparés, auquel cas les clients auront ces deux sujets dans la semaine suivante, mais en tout cas bien espacés pour gérer la pression commerciale. À l'inverse, Caudalie et DCM, on peut tranquillement les mettre le même jour, les deux en dédié, avec, on sait qu'il y a 34% de recouvrement, mais à la limite, il y en aura 15% dans un des emails, 15% dans l'autre email, ce qui ne nous pose pas de problème. Voilà. Et vous l'aurez compris, du coup, en termes de bilan, c'est un partenariat très positif, que ce soit humainement avec les équipes de TinyCluse, au niveau des KPIs et de la satisfaction client, au niveau de l'opérationnel pour nous. Grâce aux nouveaux outils qui nous mettent à disposition, en fait, tout ça nous permet de rester dans cette amélioration continue qu'on cherche aux Galeries Lafayette. Voilà. Merci de votre attention. Merci Juliette. Ouais, merci beaucoup Juliette. On a quelques personnes qui ont levé la main, on a vu pendant l'intervention de Juliette. Malheureusement, je crois que vous ne pouvez pas prendre la parole. N'hésitez pas à poser des questions du coup dans la partie Q&A ou sur le chat directement, qu'on puisse y répondre si vous voulez dire quelque chose. Christophe, on voit que tu lèves la main, donc n'hésitez pas à poser la question. Ça marche. Et sinon, comme je le disais tout à l'heure, on a mis un lien vers un calendrier. Ça vous permet de réserver directement des créneaux pour qu'on puisse discuter dans les prochains jours. On a ouvert des plages assez larges qui nous permettront de répondre à toutes les demandes. Et ça nous permettra de faire le point avec vous sur vos projections sur l'été, sur la sortie pour la rentrée aussi. Donc, organisons ces points dans les prochaines semaines en cliquant sur ce lien. On avait une question à laquelle on va répondre. Mathilde, je vais peut-être te laisser répondre. C'était comment TinyCluse récolte les données first party? Oui, très bonne question. Alors, pour revenir un peu, répondre de manière plus globale, Benoît l'a un petit peu dit, les données dont on se nourrit, dont les algorithmes de TinyCluse vont se nourrir, c'est du coup des données effectivement first party qui vont être le catalogue produit, un historique de transactions web et magasins, et après tout ce qui va être des réactions aux nos campagnes email, donc les sends, les open, les clics. Comment est-ce qu'on récolte ces données? C'est des données qui nous sont transmises par les clients directement, et les différents connecteurs qu'a présenté Benoît facilitent ces échanges de données. Donc, notre connecteur Commerce Cloud vous permet d'exporter très facilement les données qui sont stockées dans Commerce Cloud, qui sont en général les achats e-commerce et les tables d'utilisateurs. Le connecteur Salesforce permet de récupérer très facilement les logs email, etc. Mais du coup, c'est des données qui nous sont envoyées directement par nos clients. J'espère que ça répond à cette question. Et on travaille bien sûr en silo avec l'ensemble de nos clients. On n'apprend pas des données de Galeries Lafayette pour activer chez d'autres clients. Chaque environnement est bien cloisonné. Évidemment. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va peut-être attendre quelques minutes que vous ayez l'occasion de les poser. N'hésitez pas. Le temps de déploiement pour l'opération reprise. Alors, d'une manière générale, on peut avoir deux types de réponses. La première, c'est de dire que ça va dépendre de l'organisation IT côté client. Et la seconde, c'est 10 jours hommes à réception de l'ensemble des foules validées. Ce qui veut dire qu'en gros, sur un setup record, on va être capable d'implémenter la plateforme, on va dire, entre les premières discussions et la livraison de la plateforme autour de 3 à 4 semaines. Sur certains setups qu'on traînait un petit peu plus, ça dépend de l'organisation côté client. Mais d'une manière générale, pour installer la solution TinyCluse, les records ont été situés entre 2 et 3 semaines. Et on a fait 5 chez toi, je crois. Ouais, voilà. Juste que je n'ai pas donné le record. C'était très rapide. Pas le record. Alors,
La taille minimum pour démarrer avec TinyClues, je dirais qu'on a besoin d'avoir, on a des seuils à partir desquels on est beaucoup plus confortable pour faire travailler nos algorithmes. Le seuil, c'est 10 000 transactions par mois. Le seuil avec lequel on est également confortable, c'est 100 000, les bassins d'opt-in de 100 000 clients. Et on a besoin d'un catalogue produit qui va être, on va dire, à minima, on aime bien avoir à minima une centaine de produits au catalogue quand même pour commencer à travailler. Sachant qu'on a eu quelques exceptions, notamment avec une banque. On travaille avec la banque Honnay, où il y a un catalogue un peu plus réduit, mais sur lequel on a quand même réussi à délivrer de la performance. La deuxième partie de la question était pour Juliette, c'était combien de personnes utilisent TinyClues chez Galerie? Donc là, du coup, je vais te laisser. Utilise TinyClues, c'est-à-dire les métiers? Ouais, le nombre de personnes qui font les ciblages dans la plateforme ou qui s'informent sur les audience mappers et les efficiency maps. On est 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 personnes. 5 personnes, toutes les personnes en fait qui touchent aux communications, qui s'occupent des communications ciblées. Après, on peut avoir des ciblages différents, soit on utilise TinyClues, soit pour des emails éditos où on veut un petit peu plus large pour certains cas. On continue à utiliser notre RFM ou nos propres critères de ciblage. On met 5 ou 6. En fait, on ne limite pas le nombre de users et on permet à différents profils de users de se connecter également. Il y en a qui vont se connecter plutôt pour aller prendre leurs décisions sur le plan d'action commerciale et il y en a qui vont se connecter plutôt pour aller lancer le ciblage et définir l'audience et l'exporter ensuite sur l'outil de gestion de campagne. Donc, il y a différents profils d'utilisateurs sur la plateforme. Et il y en a d'autres qui vont voir les KPI de campagne pour voir quels ont été l'impact de leur campagne. Ils donnent même les KPI sur les autres emails. C'est gentil. Ouais, il y a aussi les KPI de toutes les... Voilà, pas que les campagnes TinyClues. Absolument. Je crois qu'on a, en tout cas, on n'a plus de questions. S'il y en a d'autres, c'est le moment. Sinon, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous et on y répondra en séance particulière. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance. Merci Juliette. Merci Mathilde. Ouais. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, et merci aux 75 participants qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Bravo, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.